Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le cocu et c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, caresse, tue-moi. Orage au désespoir. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur 3, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Laetitia et à moi, et d'ailleurs toutes les personnes qui nous connaissent pourront le confirmer, à savoir les femmes dans le théâtre. Pour ça, je reçois Blandine Pellissier et Clotilde Moineau. Blandine est comédienne, traductrice de théâtre et metteuse en scène. Elle a cofondé le mouvement HF pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture. Clotilde est comédienne et metteuse en scène. Elle a fondé la compagnie Pièces Montées, où elle met en avant le travail de femmes. Et elle organise depuis 2016 le festival Femmes Ordinaires Extraordinaires pour mettre à l'honneur les créatrices. Avec mes invités, on va se demander pourquoi le théâtre français n'est toujours pas égalitaire aujourd'hui. Comment sont représentées les femmes dans les pièces de théâtre? Quels sont les freins qui persistent pour atteindre l'égalité? Et quelles solutions sont mises en place pour améliorer la situation? Bonjour! Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, je vais faire un petit point sur les chiffres pour que tout le monde sache exactement de quoi on parle et je mettrai les sources et tous les chiffres dans la description de l'épisode. Alors, je vais citer les chiffres de l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, qui se focalise essentiellement sur le théâtre public. Donc, en 2019, il y avait 27% de femmes qui dirigeaient un centre dramatique national ou régional et 0% qui dirigeaient un théâtre national. Pour la saison 2019 et 2020, il y a 38% des spectacles qui étaient mis en scène par des femmes et seulement 27% qui ont été écrits par des femmes. Et du côté des récompenses, entre 1987 et 2019, 11% de femmes ont reçu le Molière du metteur ou de la metteuse en scène et 14% ont reçu le Molière de l'auteur ou de l'autrice. Alors en 2017, 48% de femmes travaillent dans le spectacle vivant. Donc oui, il y a presque la parité en termes de nombre de personnes qui travaillent dans le secteur, mais pourtant on ne retrouve pas les femmes dans les mêmes sphères. Elles sont très peu à atteindre les postes de direction. Il y a aussi peu d'autrices, peu de metteuses en scène. Et en revanche, on les retrouve davantage dans les secteurs qui vont être délaissés par les hommes, comme le théâtre jeune public par exemple. Alors, Blandine Clotilde, comment on peut expliquer les disparités qui existent encore aujourd'hui entre hommes et femmes dans le théâtre? Blandine? Disons que c'est surtout une question de moyens et surtout de volonté politique. Sous le quinquennat de Macron, la cause des femmes était grande cause nationale. On se dit ah bon? Oui, je pense que c'est effectivement une question de volonté politique, mais il y a aussi, on trimballe un héritage historique qui est un peu lourd. On trimballe un répertoire théâtral qui est ce qu'il est du fait de l'héritage historique aussi. Mais il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en France, on a une tradition conservatrice dans le théâtre. D'ailleurs, les écoles se sont longtemps appelées les conservatoires. Et ça s'appelle toujours les conservatoires. Il y a des écoles qui s'appellent autrement, mais c'est vrai que ce qui est dans le domaine public, ce sont souvent donc des conservatoires qui s'attachent essentiellement au répertoire ancien et donc voilà, qui nous font d'autant plus traîner lourdement l'héritage du passé au niveau des écritures, des rôles, etc. Et puis je pense qu'on paye aussi le fait que pendant de nombreuses années, il n'y a pas eu de filière de formation à l'écriture et à la mise en scène et que donc la société étant patriarcale et toute la place ayant été faite aux hommes, il y avait nécessité d'avoir ces filières de formation pour que les femmes se sentent légitimes à cet endroit-là. Donc ça a un peu commencé, mais c'est tout récent. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite et j'invite toutes les personnes qui écoutent à aller consulter le site du collectif La Barbe. Donc c'est labarbe toutattaché.org qui a publié là récemment la saison théâtrale 2020-2021 avec la direction des principaux théâtres français et les pourcentages de spectacles qui sont le fait de créatrices et le fait de créateurs. Voilà, les chiffres parlent tout seuls. Au Théâtre national de la Colline, 6 spectacles, 6 hommes, soit 100% d'hommes. Théâtre de la Ville, 5 spectacles, 5 hommes, 100% d'hommes. Donc ça, vous trouverez toute la liste. Ce serait un petit peu fastidieux de les décliner tous, mais il y a des sources maintenant. On peut s'informer. Donc tout à l'heure, vous parliez de notre patrimoine, de notre héritage plus précisément.
Justement, on connaît, beaucoup les auteurs de théâtre classique et donc c'est presque exclusivement des hommes. Est-ce qu'il y avait des femmes qui écrivaient malgré tout et comment on peut avoir accès à ce matrimoine? Héritage, ça serait un bon nom parce qu'en fait, on arrêterait de parler de patrimoine et on pourrait, intégrer dans l'héritage le patrimoine et le matrimoine. Parce que pour l'instant, notre héritage, il est à 90 patrimonial. Mais les femmes écrivaient. On a la chance qu'il y ait des gens qui se soient penchés sur la question récemment, dont Aurore Evin, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait un gros travail sur le matrimoine, notamment théâtral. Et oui, des femmes écrivaient même parfois des pièces qui faisaient des énormes succès, étaient traduites dans plusieurs langues, tournées dans toute l'Europe. J'ai sous les yeux une liste non exhaustive d'autrices, puisque Aurore Evin s'est chargée de répertorier leurs œuvres. Elle n'était pas seule, hein, je crois que c'était une co-publication avec 2 autres autrices. Elles se sont chargées de regrouper tout ce qui était théâtre écrit par les femmes dans l'Ancien Régime. Il y a un nombre impressionnant en fait d'autrices dont les œuvres sont tout à fait intéressantes et elles ont été, comment dire, écartées, effacées. Dans l'ensemble, on va dire que le mouvement, c'est que lorsqu'une une créatrice meurt, dans ce domaine en tout cas, son œuvre, mourait avec elle. Elle était rangée, sous le tapis, au meilleur des cas. Les créateurs ont toujours, une femme derrière elles, soit une épouse, soit une sœur, soit une amante, qui se charge, de une fois, la mort du grand homme, de mettre en valeur, toute son œuvre, ce qui n'existe pas pour les femmes. De tout temps, toutes les femmes, dans tous les milieux, ont été effacées. Elles disparaissent, en gros, au bout de 2 générations. Elles n'entrent pas dans les manuels scolaires, elles n'entrent pas dans les anthologies et donc il y a des œuvres qui sont absolument magnifiques, qui ont disparu dans l'oubli comme ça. De façon générale, dans le monde entier, hein, une femme, vaut moins qu'un homme. Je dis pas que c'est la réalité, c'est c'est ce que la majorité, la grande majorité des hommes comme des femmes pensent. Une femme qui a écrit au XVIIe siècle une pièce qui a eu du succès en son temps, bon, si elle n'est pas arrivée jusqu'à nous, c'est que ça devait pas être si terrible que ça. Alors que c'est quand même l'institution qui se charge, vaillamment, de les faire disparaître, puisque là, j'ai retrouvé mes petites notes des travaux, suivis avec Aurore Evin. Je vois qu'il y avait 150 femmes autrices au XVIIe siècle, 17 sont entrées, dont les œuvres 17, leurs œuvres sont entrées dans le répertoire de la Comédie Française. 350 au XIXe siècle, 13 œuvres de femmes sont entrées dans le répertoire de la Comédie Française. 1500 autrices au XXe siècle, 5 œuvres de femmes sont entrées dans le répertoire de la Comédie Française. Vous voyez, c'est décroissant. Et aucune œuvre de femme n'est entrée dans le répertoire de la Comédie Française entre 1958 et 2002. Aucune. Donc il y a quand même une action volontaire de la part de l'institution de faire disparaître ces œuvres. Donc là, on a parlé, des autrices. Maintenant, au niveau, plutôt de la scène, selon, les chiffres de l'Observatoire, de l'égalité entre femmes et hommes, que je citais tout à l'heure, en 2018, il y avait 44 de femmes qui travaillaient dans le spectacle vivant pour la tranche d'âge, 25 à 34 ans, alors qu'elles ne sont plus que 33 à partir de 45 ans. Comment vous expliquez cette baisse? Moi, j'ai fait partie au début du tunnel de la comédienne de 50 ans, de la l'AAFA, actrice et acteur de France, associés. Et en fait, on a très bien vu que c'était intimement lié à la procréation. C'est-à-dire qu'on a le droit de voir une femme à l'écran jusqu'à ce qu'elle soit ménopausée. Après, elle disparaît. Elle réapparaît quand elle est en âge d'avoir une fille en âge de procréer. Et donc cette commission s'est vraiment donnée pour mission de faire bouger le curseur des représentations des femmes de plus de 50 ans au cinéma et à la télévision. Il ne s'agit pas d'un combat, d'actrices, en mal de rôle, mais d'un véritable enjeu de société. Parce que derrière l'invisibilisation des personnages féminins de plus de 50 ans à l'écran, se cache la question de la non-représentation des femmes de ces âges. Mais là, vous parlez, de cinéma et télévision. Est-ce que c'est le même problème pour les femmes, comédiennes qui sont plutôt sur scène, du coup? À mon avis, oui, peut-être un peu dans une moindre mesure parce que, comment dire? C'est aussi lié au manque de rôle dans le répertoire, hein. Il y a en moyenne, dans le répertoire classique, il y a un rôle de femme pour, je sais plus si c'est 6 ou 7 rôles d'hommes et la typologie des rôles est assez restreinte et effectivement, donc c'est lié au fait que,
une fois qu'on a dépassé l'âge entre guillemets de la séduction, enfin celle qui est liée à la jeunesse, et cetera, on intéresse moins les dramaturges apparemment. Donc au théâtre, c'est possible pour une comédienne de 50 ans d'interpréter un rôle de 30 ou 40 ans. Au théâtre, ça se tente. C'est beaucoup plus difficile à l'écran quand on est en gros plan. Mais je pense qu'il y a aussi une chose qui est au-delà effectivement, du fait que passé un certain âge, on n'est plus en âge de procréer, donc on disparaît de la société, et cetera. Je pense qu'il y a aussi un problème qui est plus général, qui n'est pas spécifique au spectacle vivant, mais qui est aussi la maternité. Comment conjuguer maternité et travail quand on est dans cette sphère du spectacle vivant où il y a pas d'horaire détourné, un certain nombre de contraintes liées à l'activité professionnelle qui font que c'est quand même assez compliqué. Donc il y a des femmes, moi j'en connais un certain nombre, qui décrochent à cette occasion-là aussi. Et il y a des comédiennes qui cachent, leur grossesse le plus longtemps possible et qui évitent d'en parler après. Maintenant, on va parler des subventions. Alors, concernant les aides à la création artistique accordées par le ministère de la Culture, en 2018, sur toutes les aides accordées, 36% des aides l'ont été à des femmes. Et si on s'intéresse maintenant aux sommes de ces aides, en 2018, 26% de la somme globale a été accordée à des femmes. Sachant que je me base à nouveau sur le rapport de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes, quelle influence cette disparité de revenus a sur la carrière des femmes? Quand on est metteuse en scène, on progresse, en montant des spectacles et plus on monte de spectacles et plus on a de moyens pour les monter, plus on progresse, hein. Et comme, les femmes, ont une part, réduite, en fait, elles progressent moins vite que les hommes. Et en plus, les femmes ont tendance à monter des spectacles plus légers, à demander des petites salles. Quand il y a un théâtre où il y a une grande salle et une petite salle, elles préfèrent monter, des spectacles dans la petite salle Oui, on leur propose souvent la petite salle aussi. où, les femmes font énormément tout le travail de terrain, tout ce qui est action culturelle, sur le terrain, alors que les hommes, eux, ils travaillent au plateau et ils délèguent l'action culturelle, à des femmes. Et puis parce qu'il pleut toujours au s'est mouillé et que quand on a déjà le soutien d'un établissement bien considéré ou qu'on a déjà une part de coproduction importante qui tombe de quelque part de prestigieux, et ben ça suit, hein. Ça, je pense que n'importe quel metteur ou metteuse en scène vous le dira, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la première pierre. C'est qui dit OK, je table sur ce projet. Et les femmes étant considérées très souvent comme moins, je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'elles sont tout aussi créatives et tout aussi compétentes, mais étant considérées comme moins «fiables» entre guillemets, la première pierre arrive souvent d'un établissement moins doté. De même pour les salaires, en fait, les comédiennes sont moins payées que les comédiens. Mais ça, c'est jamais dit parce qu'en France, on a aussi cette culture de jamais dire combien on gagne. L'égalité salariale, de toute façon, elle n'est pas du tout atteinte, hein, et dans toutes les sphères de la société. Elle n'existe pas. Il y a toujours, 25 de décalage entre le salaire, d'un homme et le salaire d'une femme, hein. Blandine, vous êtes en relation et donc vous écoutez et orientez des femmes victimes de violences sexuelles dans la culture. Est-ce que c'est un phénomène courant? Oui, ça arrive, souvent. Malheureusement, le mouvement MeToo en France a été, minuscule. Il y a quelques hommes qui ont eu des soucis, mais par rapport, au nombre, qui devrait en avoir beaucoup plus et qu'on connaît. Et ça vient aussi du fait, d'une part, de la culture française, qu'on a vu se déployer au moment du mouvement MeToo, où il y avait eu des tribunes de femmes pour défendre le droit à être importuné, et cetera. On a toujours ce vieux truc de la France, la galanterie qui fait des ravages. Et puis aussi, c'est très compliqué dans un milieu où, tout le monde se connaît, où on veut travailler, c'est très compliqué de porter plainte parce que les jeunes femmes, elles ont peur d'être grillées, de pas retrouver de boulot après. Oui, et puis il y a aussi cette vieille tradition qui consiste à demander des preuves, hein, donc c'est pas toujours évident de collecter les preuves. Mais il y a quand même des choses qui bougent, hein. Il y a des affaires en cours, il y en a qui ont déjà été jugées. Et puis, Blandine, hier, on parlait du collectif, Callisto, qui s'est constitué autour de problèmes, dans un cours privé parisien
et qui commence à devenir actif. J'ai pu remarquer aussi à cette occasion qu'il y avait un compte Instagram qui s'est mis en place pour solliciter les élèves des conservatoires et des écoles de théâtre en général pour dénoncer les abus dans les écoles de théâtre. Un compte Instagram qui s'appelle Paye ton rôle. Oui, parce que les violences, elles commencent à l'école, hein. Donc c'est vrai qu'avec le mouvement HF, on a fait beaucoup d'interventions dans des écoles, conservatoires, etc., travail de pédagogie, pour sensibiliser et les profs et les jeunes femmes ou les jeunes hommes à ces problématiques-là. Les relations de hiérarchie, c'est très compliqué. Pour passer maintenant, à un autre sujet, on va parler de la représentation des femmes dans, les pièces de théâtre. Alors, est-ce que déjà il y a des personnages de femmes, des personnages types? La mère et la putain. Tu résumes là. Bon, c'est vrai que dans le répertoire classique, il y a la jeune première ou la soubrette, quelques vieilles comtesses aigries, mais c'est vrai que dans l'ensemble, les personnages sont essentiellement définis par leur lien familial, conjugal, sexuel aux autres personnages. Ce sont des femmes d'eux, des filles d'eux, des maîtresses d'eux, et cetera. Ou au XIXe siècle, on est passé à la cocotte, mais c'est souvent, des personnages qui n'ont pas de destin, pas de métier, pas de vie propre. Dans le cas du personnage de «la mère» entre guillemets, dans bon nombre de pièces, y compris contemporaines, la mère n'a pas de nom, elle n'a pas de métier, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle est là, elle est définie par rapport aux autres personnages et elle est là en gros, soit pour leur casser les pieds, soit pour les appeler à table, hein. On le voit dans la liste des personnages au début d'une pièce. Ça commence par le rôle de Monsieur Durand et en dessous, il y a Machine, femme de Monsieur Durand, Bidulette, fille de Monsieur Durand. Il y a jamais Madame Durand en premier. Mais ça, c'est valable pour le théâtre classique. Est-ce que c'est toujours comme ça maintenant? Alors, il y a des auteurs et des autrices qui font des efforts remarquables quand même. Je tiens à citer Philippe Malone, qui est un auteur pro-féministe Absolument. et qui fait très attention dans ses listes de personnages, justement, et qui fait très attention aussi à dire que tel personnage peut être indifféremment joué par un homme ou une femme. Parce que sinon aussi, on a le juge, bah, c'est toujours un homme, alors qu'on sait que maintenant que majoritairement ce sont des femmes. C'est toujours genré au masculin, tous les personnages, à profession. Philippe Malone n'est pas le seul. C'est vrai que lui, c'est un homme et on y pense tout de suite parce qu'effectivement, il en a fait, presque profession, hein. En tout cas, il en parle, à chaque heure et il en fait mention dans le Tapuscrit. Mais il y a quand même, oui, il y a des efforts qui sont faits. Ça change, ça bouge un petit peu, mais on traîne quand même cet héritage. Le fait qu'il y ait une représentation, stéréotypée des femmes, est-ce que ça va influencer le jeu des comédiennes qui vont se mettre à jouer, une sorte de femme unique, la femme, séductrice, pour chaque rôle finalement? Un petit peu. Moi, ça fait très longtemps que j'observe, les distributions de textes, contemporains qui sont montés par des hommes hétéros, où je vois systématiquement les femmes en robe et talons hauts. Alors que dans la vie courante, il y a quasi pas de femmes en jupe et talons hauts. Mais il y a toujours cette représentation, mais j'insiste, hein, c'est du fait des hommes hétéros, très souvent, de la femme qui doit être séductrice, donc maquillée, robe, décolleté ou jupe fendue et talons hauts. Et c'est vrai que ce type de costume, ça a une influence directe sur le jeu des comédiennes, je peux vous en parler. On ne joue pas de la même façon en talons plats, en talons hauts, en mini-jupe, et cetera. Mais je pense que c'est surtout, dans les rapports parfois inconscients de séduction avec le metteur en scène, parce qu'il y a quand même, des rôles qui ne sont pas définis comme étant des rôles de séduction et qui, malgré tout, sont interprétés comme tels par les comédiennes. Bon alors, où est l'œuf, où est la poule, hein, difficile à dire parce que ces rapports, évidemment, ça se crée à 2. Pour donner un exemple, moi j'ai fait un stage de théâtre il y a quelques années maintenant, hein, avec un metteur en scène hétéro pro-féministe. La première chose qu'il nous a dit le premier jour du stage: «Alors les filles, j'aimerais bien que vous veniez en jupe, avec les bras nus, parce que moi sur scène, j'ai besoin de voir de la chair». Ah ouais, c'est formidable. Mais c'était totalement inconscient. Je pense qu'il n'en avait absolument pas conscience. Justement, maintenant qu'on a vu, tous les problèmes qui persistaient,
enfin qu'on a eu un bref aperçu parce qu'on n'a pas pu tout développer bien sûr. On va passer maintenant à voir comment on peut améliorer les choses. Blandine, vous avez cofondé le mouvement HF, dont on a un peu parlé. Quel travail vous avez réalisé avec le mouvement pour changer les choses? Alors le mouvement HF, il est né à Lyon en 2008 et ensuite ça a essaimé, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, un peu partout en France et donc maintenant il y a des collectifs HF dans quasi toutes les régions de France et on est en fédération interrégionale. Chaque collectif, fait ce qu'il veut dans son coin. Il y a des actions communes, par exemple sur le matrimoine, il y a un site, matrimoine.fr où sont répertoriées toutes les actions matrimoine de tous les collectifs. Voilà, alors, ce qu'on a fait, on n'a pas arrêté, hein. On a fait du lobbying auprès du ministère de la Culture. On a obtenu, qu'il y ait une référente, égalité femmes-hommes au ministère de la Culture. On a obtenu la mise en place de l'Observatoire de l'égalité, qui est renouvelé donc, chaque année. On a été auditionné à l'Assemblée nationale, on a été auditionné au Sénat, qui a sorti un gros rapport sur la culture. On a travaillé à l'époque, du temps béni où il y avait un ministère des droits des femmes. On a bien travaillé avec, Najat, Vallaud-Belkacem. On a organisé dès 2010, des débats à Avignon, dans le IN et dans le OFF. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait énormément de pédagogie. On a lancé les saisons égalité qui ont été au final un fiasco, mais qui ont permis de beaucoup communiquer. On demandait à des théâtres de s'engager, sur 3 axes, sur 3 ans. Avoir une égalité salariale, une égalité, dans la programmation, dans les moyens de production et à communiquer. En fait, on s'est aperçu que ces théâtres-là, pour la plupart, faisaient du HF washing, comme on fait du greenwashing. Donc ils disaient: «Ouais, ouais, on est trop cool, on est HF», et en fait, dans les faits, ça donnait pas grand-chose. Ça nous a permis quand même de beaucoup communiquer là-dessus. Et vous, Clotilde, vous avez œuvré, et vous œuvrez toujours d'ailleurs, pour l'égalité. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Dans le temps qui a précédé la publication du premier rapport d'étape de Remprat, je traversais un énorme ras-le-bol à tous les étages de mon activité, à savoir comme lectrice de textes contemporains, comme actrice, comme, metteuse en scène, comme directrice de compagnie. Je commençais à en avoir mais ras la casquette de l'invisibilisation, du plafond de verre, de tout ça et donc j'avais, dès 2005, monté un collectif de femmes de théâtre qui s'appelait les Femmes de Plume et le but de ce collectif était justement de faire sortir de l'invisibilité des textes de femmes, les changer un petit peu les représentations à la scène, voilà donc 24 femmes se sont appliquées pendant 3 ans avec un soutien quand même du ministère de la Culture où nous avions trouvé un appui politique en la personne d'Irène Agère. On a réussi à soutenir les travaux donc de ces 24 femmes. On a effectué de nombreuses résidences. Les travaux ont tourné, pas toujours les 24, hein, pas toujours toute la caravane, mais disons par petits paquets ici et là en France et un petit peu à l'étranger. Et puis à l'issue donc des 3 ans de travaux de ce collectif, nous avons remis un fort, épais, document de bilan au ministère de la Culture. On nous a dit: «Merci beaucoup», on l'a rangé dans un tiroir et pas grand chose est sorti de toute cette ébullition qui avait pourtant été très, enthousiasmante et pour nous et pour le public. Ça avait été, fort bien reçu cette entreprise. Ce qui ne m'a pas empêché de continuer au titre de ma compagnie propre une fois que le collectif s'est disons, dissous, de continuer à mettre en avant les textes, écrits par des femmes, d'essayer, toujours de faire changer un petit peu les représentations, les rôles, la typologie des rôles et cetera. Mais c'est vrai que pendant, 8 ans, sur 8 saisons consécutives, j'ai animé, des soirées d'écriture participative qui s'appelaient les cabarets des triangles exquis où je ne présentais exclusivement le travail des autrices. Et puis la compagnie a passé commande à de nombreuses autrices pour des œuvres qu'ensuite on s'est appliqué à monter. C'est pas toujours facile, mais là en 2022, si le grand Manitou nous prête vie, on va quand même réussir à produire une œuvre qui a été coécrite par 7 autrices émergentes ou, confirmées parce elles étaient pas toutes émergentes et on a enfin trouvé, voilà, la production pour monter, un texte non seulement écrit par une femme, mais par des femmes, c'est-à-dire un texte collectif.
Aurore Evin a fait une conférence que je n'ai pas eu le bonheur de voir. Elle s'est inspirée des travaux d'une États-Unienne qui s'appelle Robin P. Williams, qui tendrait à prouver que Shakespeare était en fait une femme savante de la Renaissance anglaise, qui s'appelait Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke. Et quand on relit les pièces de Shakespeare en ayant ça en tête, il y a beaucoup de choses qu'on comprend. Il y a énormément de personnages féminins extrêmement forts dans le théâtre de Shakespeare. Alors c'est sûr que quand ces pièces de Shakespeare sont montées par des hommes hétéros, ils effacent ou ils amoindrissent les personnages féminins qui sont très forts. Certains le font et de ce fait, détournent un peu l'œuvre. Oui, parce qu'en fait, je précise, aujourd'hui, on sait toujours pas vraiment qui était Shakespeare. Il y a plusieurs chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ce sujet et effectivement, il y a plusieurs hypothèses, dont celle que ce serait effectivement une femme. Après, aucune des hypothèses n'a été confirmée pour le moment, donc affaire à suivre. Et pour revenir, maintenant au théâtre d'aujourd'hui, est-ce que vous notez une amélioration, un espoir, d'une parité prochaine? Est-ce qu'il y a davantage d'autrices, de metteuses en scène dans la génération actuelle? Oui, il y a plus d'autrices. Moi, je suis intervenue en traduction, sur plusieurs promotions du département écriture de l'ENSAT, qui est l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon. Et en fait, ce sont des toutes petites promotions de 6 personnes maximum, et ce sont grand majoritairement des femmes. Parce qu'il n'y a pas de quota d'instaurer pour le choix, donc ils prennent les meilleurs et en fait, il y a plus de femmes. Et en fait, les seuls quotas qui existent dans le théâtre, c'est à l'avantage des garçons. Parce que dans les écoles de théâtre, en fait, on fait entrer à parité 12 hommes, 12 femmes ou 15 hommes, 15 femmes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on n'instaurait pas ce quota, il y aurait plus de femmes que d'hommes qui seraient sélectionnées. Il y a déjà 3 fois plus de femmes qui se présentent. Les femmes sont majoritaires dans toutes les écoles d'art, tous arts confondus. Et en fait, après, on observe un phénomène d'évaporation. C'est-à-dire qu'elles sont à 70% dans les classes d'art. Et ensuite, qui est-ce qui arrive tout en haut? Ce sont les hommes. Pour répondre peut-être, d'une autre façon à votre question, oui, il y a davantage de metteuses en scène parce que certaines filières, y compris universitaires, ont été ouvertes. Oui, il y a davantage d'autrices, mais est-ce que pour autant on peut appeler ça une amélioration et que ça nous donne un grand espoir d'une parité prochaine? Moi, j'irai pas jusque-là parce que les dernières nominations aux têtes d'établissement sont pas encourageantes. On va dire dans les CDN, là, récemment, à part Julia Vidy, je ne vois pas, beaucoup de nouvelles nominations féminines. Je ne vois pas des subventions, très larges être versées aux femmes, aux projets de femmes actuellement. Les textes de femmes aussi ont du mal un peu plus de mal à se monter. Vous avez cité les chiffres, hein, au tout début. Donc, l'espoir, moi, je le garde au cœur, mais dire qu'il y a une amélioration, non. Et vous parliez tout à l'heure des quotas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait, mettre dans tous les domaines? Par exemple, dans toutes les directions des théâtres nationaux ou, les CDN et cetera? Oui, On va pas se faire des copains en disant ça, mais moi je suis d'accord, oui. Je pense même qu'au-delà de la parité à la tête des établissements, il faudrait veiller, de façon beaucoup plus, serrée à la parité des programmations. non seulement des programmations, mais des subventions données aux compagnies, qui sont, accueillies dans ces théâtres, aux résidences aussi. Oui, parce que c'est l'argent public, c'est le mien, le vôtre, comment se fait-il qu'il ne soit utilisé que pour soutenir les projets d'hommes? Si un établissement veut avoir de l'argent public, eh ben, il faut qu'il puisse, représenter la réalité du métier et de la société, oui, moi les quotas, oui, je pense que c'est un mal nécessaire, hein, c'est ce qu'on disait, À Chef, on demande les gars conditionnalité assortis de malus pour, les établissements qui ne respecteraient pas ça. On l'a pas encore gagné. Si, il y a une chose qu'on a gagnée quand même, avec Carole Thibault, qui est maintenant à la tête, du plus petit CDN de France, hein, bien sûr, Les Îlets à Montluçon. On avait rencontré, c'était en 2010 où on a commencé à demander l'anonymat des candidatures
pour, l'aide à la création nationale des textes, dramatiques. Parce qu'il y avait un fort déséquilibre dans il y avait beaucoup plus de textes d'hommes que de textes de femmes qui recevaient, cette aide. Et donc en 2010, on avait demandé l'anonymat des candidatures. On l'a obtenu il y a 2 ans, je crois. Et encore que à l'essai. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent: «Mais non, c'est pas possible, l'anonymat, mais moi je suis parfaitement capable de lire un texte sans regarder si c'est un homme ou si c'est une femme», ce qui est totalement faux. Parce qu'on sait que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, une femme vaut moins qu'un homme, hein. Il y a plein d'études qui ont été faites, notamment aux États-Unis où ils ont donné le même texte de philosophie à des étudiants et étudiantes à critiquer. Ce même texte, soi-disant écrit par un homme à un groupe et soi-disant écrit par une femme à un autre groupe. La femme, elle s'est fait dézinguer. Donc je ne crois pas à la neutralité des membres du jury, qu'ils soient hommes ou femmes. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un théâtre plus inclusif, voire même qui serait non genré? Vous parliez de Philippe Malone qui crée des rôles qui conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais est-ce qu'il y a des artistes qui travaillent en sortant, complètement des considérations de genre? Oui, 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 bien sûr, il y en a. Là, moi, je pense à une jeune autrice qui a fait l'ANSAT, qui s'appelle, Léonie Castel, qui avait écrit un texte, qui s'appelle, «Adelphes, nous étions mutants». Les 2 personnages, principaux, donc les adelphes qui étaient, jumeaux jumelles, étaient des personnages intersexes et gravitaient autour de ces 2 personnages principaux, des personnes, transgenres, agenres, et elle avait dirigé une lecture au Lucernaire où elle avait, cherché, des comédiennes et des comédiens agenres, transsexuels et cetera. Puis je pense aussi au travail de Claire, Rangad, qui a écrit un certain nombre de pièces où elle ne nomme pas les personnages. Ils s'appellent, A, B, C, D, E ou bien personnage 1, personnage 2, personnage 3. Parce qu'elle menait, elle, avec sa troupe, ce travail indifférencié, c'est-à-dire que les gens se saisissaient du personnage qui les intéressait le plus ou qui leur allait le mieux. Elle n'assignait pas de genre au personnage. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a quelques années, j'avais lu plusieurs de ses textes et c'était très intéressant. Parce que ce qui demeurait, c'était les tempéraments, c'était les caractères et forcément, ça allait prendre une couleur différente si personnage 1 était joué par une femme ou par un homme, mais c'était ça qui était intéressant, c'était de pouvoir varier à chaque nouveau montage de la pièce. D'ailleurs, j'ai co-traduit récemment une pièce, d'une autrice anglaise, noire, féministe, activiste, qui s'appelle Debbie Tucker-Green et en fait, la pièce qu'on a traduite, il y avait un personnage qui était une femme, un personnage qui était un homme et un personnage qui pouvait être un homme ou une femme. Ce qui nous a permis, dans notre traduction, d'utiliser, l'écriture épicène et on a été, publiés aux éditions théâtrales et les éditions théâtrales nous ont envoyé notre contrat à signer entièrement en écriture épicène. Une grande première. Voilà. Et oui, d'ailleurs, j'en profite pour, le rappeler, là, on parle, des hommes et des femmes, mais il y a pas mal de problématiques qui concernent les femmes qui sont même encore plus accentuées pour les personnes non binaires et même plus globalement, je pense que quand on parle des femmes et des problèmes des femmes, ça touche même toutes les minorités. Ah ça, Le patriarcat, en fait, c'est la première des oppressions dont découlent toutes les autres. Donc moi, je suis féministe intersectionnelle et par exemple, je fais partie de Décoloniser les arts à titre de membre, sympathisante. Parce que moi-même, je ne suis pas concernée, je suis blanche. je rejoins Blandine pour dire qu'effectivement le patriarcat et toutes ces divisions, on va dire, c'est assez fondamental. C'est quel que soit même le système politique, c'est une chose, à combattre, un peu de façon globale partout dans le monde. Mais bon, il y a aussi le fait que le capitalisme, hein, nous vivons dans un pays qui suit ce système et le capitalisme s'est construit sur le travail gratuit des femmes et des esclaves, hein. Donc effectivement, pour moi, ouvrir, la porte de la parité femmes-hommes, c'est ouvrir le débat sur toutes les autres questions que vous avez évoquées. Classe, sexe, race. Voilà, voilà. Pour finir maintenant, est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale ou, je vais dire, une artiste, qu'on reste dans le sujet, à nous conseiller? Alors moi, je conseille Clotilde Moineau. Ah oui, moi je conseille Blandine Pellissier, elle fait un travail remarquable. Moi, j'aimerais parler de quelqu'un qui justement est un peu en vue,
qui a réussi le tour de force de faire un travail qui peut être qualifié de féministe et donc un peu didactique, ce qui n'est pas toujours ma tasse de thé, mais qui a réussi à le faire d'une manière, absolument digeste et très talentueuse. Et il s'agit de Pauline Bureau, qui est metteuse en scène et qui a sa compagnie et qui crée des spectacles, alors, je ne vais pas vous énumérer tous les titres, mais qui a créé un certain nombre de spectacles où, la condition des femmes est le sujet principal, ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez moi. Ça n'est pas une thématique dans les pièces que je monte. Moi, je fais travailler les autrices et j'essaye de renouveler les rôles. Pauline Bureau, elle, s'intéresse à la thématique des droits des femmes et elle le fait avec, talent. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a le collectif Marthe aussi, des très jeunes femmes qui avaient fait le Monde renversé, je crois que c'était en 2018, à partir, entre autres, de textes de Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Ouais. Je l'avais vu à la Tempête et c'était vraiment très intéressant. Moi qui n'aime pas trop le théâtre didactique non plus, ça m'avait vraiment plu. C'est ce que vous nous conseillez, Blandine, ou pas? Non, je conseille toute l'œuvre de Marie Dilasserre, qui est une autrice des Côtes d'Armor, et aussi une jeune autrice qui s'appelle Méti Navarro, Ah oui. qui est très intéressante. Penda Diouf, autrice également. Mais si on parle des créatrices qui associent l'écriture à la mise en scène, moi j'ai pensé aussi à Solène Denis, Ah oui, qui fait un travail très intéressant et en même temps, c'est une œuvre joyeuse, forte, pas toujours drôle, mais attachante et vraiment très, très, très douée quoi, très talentueuse. avec le collectif Dionysac. Voilà. Merci beaucoup à Clotilde et Blandine de nous avoir partagé leur expérience. Et merci à vous d'avoir écouté le 3e épisode de l'acte 2 de Hors Scène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram et conseillez-nous vos artistes préférés. D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller à mon tour la femme artiste que je préfère. Il s'agit de Laetitia Leroy et elle travaille actuellement sur son prochain spectacle. Il s'appelle Homme. Il parle des masculinités et ça va être très très fort. Allez sur l'Insta de sa compagnie, Soleil Noir, pour avoir plus d'informations. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en à toutes les personnes autour de vous qui œuvrent pour faire bouger les choses dans le théâtre français. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la brillante Laetitia Leroy qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt!